Bienvenue pour Dimanche en politique en Bourgogne. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture à quelques jours du congrès de la Fédération nationale bovine à Nevers. La filière bovine est en crise depuis plusieurs années. De nombreux éleveurs jettent l'éponge. Que se passe-t-il? Pourquoi la crise se prolonge-t-elle? On en parle avec nos invités dans un instant. À tout de suite. Les lunettes, toute une histoire à Morée. Il y a un vrai savoir-faire, un savoir-faire historique. C'est le berceau de la lunetterie. On a des machines qui datent de 1880, 1900 et qui sont toujours en état de marche. C'est le passage du savoir de l'ancien vers le jeune. Dans cette région du Haut-Jura, voilà plus de 2 siècles qu'on invente et qu'on fabrique des lunettes. Un savoir-faire made in France. Ça fait longtemps que la lunetterie se serre un peu les coudes quand même. Les lunettes font de la résistance, lundi, après le soir 3, sur France 3 Bourgogne. Il y a quelques jours, j'avais mal à l'épaule. Et je ne pensais pas pouvoir assurer ce vol. Ni ces petites turbulences. Appliqué matin et soir, Voltaren Plast contient un anti-inflammatoire qui se diffuse progressivement pour soulager localement la douleur. Voltaren Plast est un médicament contenant du diclofénac indiqué en cas d'entorse légère ou contusion, pas avant 16 ans, ne pas utiliser chez la femme enceinte. Sur Solendro.com, les boxers sont à partir de 9 €. Le plus grand choix de sous-vêtements pour hommes. Solendro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Je sais que c'est dangereux, mais j'ai besoin d'être au cœur de la vague. Je me sens en harmonie avec la nature comme jamais. Les sensations qu'on ressent sur ce type de vague. C'est dans ces moments-là que je me sens vraiment vivante. Vraiment bien. Écoutez ce qui vous fait du bien. Avec une tasse de thé vert Lipton, intense et rafraîchissant. Sur France 3, les explorateurs de vos régions arpentent tous les territoires pour vous emmener là où personne ne va. Je suis où là précisément? Ici, là-bas, ailleurs et même au coin de la rue. Fantastique. C'est grandiose en fait. C'est étonnant. C'est totalement surréaliste. Bienvenue, vous êtes chez vous partout. Les gens viennent découvrir une carte postale. Et nous, on essaye de les faire passer derrière la carte postale. Je peux essayer? Oh oui. On ne vous a jamais fait voyager aussi loin en restant aussi près. Les Nouveaux Nomades, tous les samedis et tous les dimanches à 12h55 sur France 3. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique en Bourgogne en direct. Et en cette journée électorale à gauche, eh bien, nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde, l'agriculture et plus particulièrement la filière bovine, dont le charolais est un des fleurons. Mais cette filière est en crise, une crise qui n'en finit pas et qui sera au cœur du congrès national de la Fédération nationale bovine. Ce sera mercredi et jeudi prochain à Nevers. Alors pourquoi cette crise est interminable? Comment en sortir? Nous en débattons ce matin avec nos 3 invités. D'abord une agricultrice qui vient témoigner, Émilie Janin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveuse de charolaise en Côte d'Or et vous lancez avec des associés la société Le Bœuf Éthique. Vous nous expliquerez quel est ce projet. Emmanuel Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable export à la Fédération nationale bovine. Vous êtes éleveur dans la Nièvre. C'est vous qui organisez le congrès de la FNB cette semaine, ou la semaine prochaine, qui est donc la FNB qui, je le précise, fait partie de la FNSEA. Oui. Et puis Jérôme Gaujard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne en Bourgogne-Franche-Comté et vous êtes agriculteur dans le Châtillonnais, en Côte d'Or. Dans le Châtillonnais, en polyculture, élevage au vin. J'ajoute enfin que ce débat est aussi diffusé sur Facebook, donc n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions, j'essaierai de les relayer. 2016, une annus horribilis pour les éleveurs, c'est ce que dit le dossier de presse de la FNB, Emmanuel Bernard. Quelle est la situation exacte aujourd'hui? La FNSEA parle de 10 000 à 15 000 agriculteurs qui seraient en quasi-faillite sur 70 000, ça fait beaucoup, non? Éleveurs. Oui, effectivement, mais c'est plus la succession d'ailleurs des mauvaises années, avec une crise laitière qui nous a finalement apporté
beaucoup de viande sur le marché. Ouais, on en parlera, Suite à un embargo russe, un arrêt des quotas, un problème évidemment de gestion de tous ces flux. Et du coup, les éleveurs de bovins viande, dont les éleveurs de charolais sont les composants, finalement subissent les conséquences de tout ça. Puisque sinon, en termes de production et en termes de consommation, il n'y a pas énormément d'évolution. Mais on est pollué par cette crise qui n'en finit pas du côté des éleveurs laitiers, quoi. Vous faites le même constat, la Confédération paysanne, cette crise dure. Parce que les téléspectateurs, nos internautes, ils peuvent se dire « Ah là là, les agriculteurs, ils se plaignent toujours chaque année depuis 40 ans ». Est-ce que cette crise est vraiment réelle et pire que toutes les autres ? Non, je crois qu'effectivement, il y a une véritable crise parce que, si j'ose dire, l'élevage bovin, et je rappelle ici que la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la 3e région française au niveau de l'élevage allaitant. Donc c'est un enjeu considérable pour la région. C'est l'addition de plusieurs crises, effectivement, des crises dues à des crises politiques, par des embargos, par le problème laitier qui est très lié, il faudra qu'on en parle pour expliquer ça, et également des problèmes sanitaires, puisque l'AFCO joue en ce moment, le problème de la tuberculose également. Donc tout ça, plus les problèmes climatiques, tout ça s'additionne bien entendu pour créer un climat très anxiogène et très défavorable pour les agriculteurs. Bon, vous avez quasiment fait le sommaire de cette émission. On reviendra sur plusieurs des points que vous avez abordés. Émilie Jeannin, alors vous avez une ferme familiale dans l'Aussois. Oui, quelle est votre situation ? Vous avez combien de bêtes ? Est-ce que vraiment vous rencontrez plus de difficultés qu'avant ? Nous, on a une ferme d'élevage avec 85-90 vélages par an à peu près. Notre particularité, c'est qu'on fait beaucoup de ventes directes depuis plus de 20 ans sur la ferme. Donc on a cette particularité de nous protège d'un certain nombre de toutes ces crises qui touchent plus fortement tous nos collègues. On vous voit dans votre exploitation là. Ah oui, ok. Et du coup, on est un peu protégé par rapport à ça. Malgré tout, la Côte d'Or a un statut particulier par rapport à des situations sanitaires, etc. C'est vrai que c'est très compliqué. Pour moi, c'est quand même plus ce qu'on vit aujourd'hui, plus la conséquence d'une crise structurelle, de choix politiques qui ont été faits il y a longtemps, et c'est pas vraiment... on ne récolte que ce qu'on sème. Pour finir sur le diagnostic, est-ce que tous les éleveurs de viande bovine rencontrent les mêmes difficultés, ou est-ce que ceux qui élèvent des charolais, des limousines, qui sont des races qui sont assez réputées, sont un peu préservés ? La grande majorité des éleveurs aujourd'hui est en situation difficile, que l'on soit finalement naisseur ou naisseur-engraisseur ou engraisseur, puisqu'il y a plusieurs métiers dans l'élevage. Vous avez des gens, et la Bourgogne est une région représentative des gens qui font naître des animaux, et pour une grande partie qui sont exportés. Pour les mâles, le marché italien est un marché évidemment prisé, et les Italiens ont l'habitude d'engraisser nos animaux, sont très réputés. Et pour les femelles, on a une finition en Bourgogne et aussi une finition qui peut aller dans les départements de l'ouest de la France, parce que vous avez du maïs, vous avez les composantes agricoles qui permettent de nourrir les animaux. Dans le Morvan, vous avez du mal quelquefois à tout faire, à la fois naître et ensuite engraisser. Et donc vous avez des engraisseurs par contre spécialisés dans d'autres régions, quelques-uns en Bourgogne, mais beaucoup dans d'autres régions, quoi. Je voudrais vous soumettre le témoignage d'un agriculteur. Alors, il est de Bretagne, il doit nous regarder, puisqu'il dit qu'il allait regarder l'émission. Il a 36 ans et il nous dit qu'il produit une centaine de jeunes bovins par an. Je ne vois pas le bout. Je pense que moi aussi, je vais arrêter avant de ne plus m'en sortir. Il nous dit que cette crise leur a détruit psychologiquement. Alors, il nous dit, est-ce qu'on sait quelle activité, est-ce qu'on sait dire par activité qui perd le plus d'argent ? Est-ce que ce sont les naisseurs-engraisseurs, les engraisseurs ? Et nous ne parlons jamais des engraisseurs, et pourtant, c'est celui qui reçoit le moins de soutien de la PAC. Ils se sont un peu abandonnés, Régis, a priori. Ça, on peut lui dire. On peut déjà comprendre sa situation, parce que engraisseur de jeunes bovins, effectivement, l'année 2016 notamment est une année compliquée pour plein de raisons, et climatiques, économiques. En même temps, ce qu'on a, c'est qu'on a une difficulté à dire tel système par rapport à tel autre.
fonctionne ou fonctionne pas, parce que sinon tout le monde ferait la même chose. Vous avez une diversité en France avec les races, les territoires, des terrains difficiles, des terrains plus faciles et tout. Et en réalité, on s'aperçoit que vous avez des systèmes qui marchent dans toutes les races et des systèmes qui ne marchent pas dans toutes les races. Mais l'histoire, le poids de l'histoire de l'éleveur peut avoir beaucoup d'impact. Le niveau d'investissement, le prix du foncier, le fait d'avoir eu ou pas une catastrophe climatique, tout ça impacte évidemment chaque exploitation individuellement. Enfin, ce qui impacte quand même le plus tous les éleveurs, et ce qui n'a pas été évoqué, c'est le prix. Enfin, on allait y venir. Mais... Voilà. Oui. Donc c'est ça, c'est sûr que quand on prend en considération tous les autres critères dans l'acte de production et jamais le prix de vente, c'est sûr que forcément, au bout d'un moment, c'est problématique. Ouais, parce que le prix est trop bas. Hein. Alors, vos syndicats, on vous a vu notamment la FNSEA souvent manifester devant les abattoirs privés notamment. On va peut-être voir des images de blocage qui ont été tournées à Cuiseaux en Saône-et-Loire. Pourquoi on s'en prend aux abattoirs? Est-ce que ce sont eux qui sont responsables des prix? Comment ça se passe en fait? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos... En deux mots, et l'idée c'est de faire un point de situation, mais vous avez eu concentration de la grande distribution. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 4-5 enseignes qui se partagent 60% du marché de la distribution, de la viande bovine. Vous avez eu concentration du monde de l'abattage pour X raisons normatives, économiques et tout. Et donc, ça veut dire que le rapport de force entre les éleveurs qui sont, je rappelle, entre laitiers et race à viande, c'est 180 000 éleveurs en France. Donc, il faut, évidemment, le rapport de force est compliqué. Et par contre, effectivement, on a aussi eu un certain nombre de changements, réforme de la PAC, mondialisation et changements aussi dans la consommation des gens. Donc ça, c'est aussi important. Et je pense qu'à partir de ce constat-là, nous, on fera des propositions. Voilà, on a des choses à dire après, à partir de ça. Dire qu'il y a un seul interlocuteur responsable de ça, non. Les pouvoirs publics ont permis la concentration, ont voulu cette concentration, et il faut le dire, derrière, on en subit les conséquences. C'est le nœud du problème, Jérôme Gauja ? Oui, je crois qu'il y a quand même un fort aspect politique dans tout ça, c'est-à-dire que les grandes productions agricoles sont aidées par l'Europe, par les régions, et à ce niveau-là, il y a des choix à faire. Et si on veut que, notamment l'élevage bovin, s'en sorte, il faudra l'accompagner, il faudra le soutenir dans ses rapports avec effectivement ces groupes qui sont ultra concentrés. Et puis, il faudra également essayer de trouver une démarche pour sortir par le haut. Et sortir par le haut, c'est sortir par la qualité. Parce qu'aujourd'hui, l'élevage bovin, c'est un colosse au pied d'argile. Ça demande énormément de capitaux. Aujourd'hui, vous avez un problème où les exploitations sont d'une telle taille qu'on n'arrive plus à les transmettre. Et si on cherche à absolument gagner par la productivité, entre guillemets, et par la quantité, l'élevage ne s'en sortira pas. C'est pas possible. Il faut absolument... Alors, il y a des solutions telles que celles que va pratiquer Émilie, qui peuvent être une solution, mais qui ne sera pas forcément la solution pour tout le monde. Mais en tout cas, il faut viser la qualité. C'est aussi votre avis? Oui. Alors, on a vu encore des manifestations cette semaine à Agen, notamment. Les agriculteurs ont du mal à s'en sortir. Mais alors, expliquez-nous par rapport à ce prix, parce que si je ne m'abuse, il y a eu la loi Sapin 2, maintenant, qui impose, me semble-t-il, que les contrats passés entre agriculteurs et acheteurs doivent faire référence à des indices publics de coûts de production. Est-ce que ça améliore les choses ou pas? Ou c'est trop tôt pour le dire, puisque je crois qu'elle est entrée en vigueur à la fin de l'année? Non, mais je partage ce que disait Émilie tout à l'heure. Effectivement, le prix ne prend pas en compte de coûts de production. Qui aujourd'hui produirait quoi que ce soit sans dire au moins je veux rémunérer l'acte tout ce que je mets en œuvre, mes bâtiments et tout ça. Et donc la loi Sapin 2, évidemment, a pour objectif de permettre de travailler entre les distributeurs et les producteurs. Ça, c'est un élément un tout petit peu nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut finalement créer un partenariat de négociation où on va organiser des échanges entre les producteurs alors dans leur ensemble. On n'est pas obligé d'y aller tout seul parce que la grande distribution, c'est un monde très complexe, mais et aller discuter avec les enseignes et évidemment créer des partenariats qui durent, parce que le souci, c'est que notre production, elle se fait sur le long terme. Donc on ne peut pas décréter des choses comme ça pour la semaine qui vient, quoi. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu la crise laitière, donc il y a eu
plus d'abattage de bœuf, si je comprends bien. Il y a encore eu aussi des manifs à Bruxelles cette semaine. Beaucoup de viande sur le marché, ça veut dire baisse des prix. Alors, est-ce qu'il ne faut pas justement revenir sur ce volume et comment faire, du coup? Est-ce que vous avez une idée, les uns les autres, une solution? Ah oui, je pense que si on avait la solution... Non, mais, évidemment que maîtriser les volumes, mais ça c'est un débat mondial, c'est que vous avez à un moment des situations où vous n'êtes pas compétitif à un prix, quelquefois, alors on ne veut pas prendre en compte nos coûts de production, donc on mange de l'argent. En même temps, la demande, elle est là, dans le monde. Elle est là. C'est une question, par contre, de rapport de force. C'est toujours un rapport de force. Et en Europe, vous avez des pays qui continuent de nous prendre de la viande régulièrement maintenant, qui augmentent leur part de marché pour venir chercher de la viande en France, parce que c'est le niveau qualitatif qui les intéresse. Vous avez un prix et une qualité, l'un en face l'autre. Le volume, je dirais que quelque part, il ne veut pas dire grand-chose. La seule chose, c'est que vous avez une compétition permanente et que quand vous avez des accords internationaux, quand vous avez des décisions politiques, vous les subissez quand vous êtes sur votre élevage. C'est ça la difficulté. Et l'éleveur, lui, il ne peut s'adapter que petit à petit. On ne peut pas décréter la production le lendemain. Et du coup, on crée des pistes et on demande à des lois d'évoluer pour créer des partenariats avec les distributions, mais tout ça prend trop de temps au vu de notre situation de trésorerie, quoi. Oui, puis j'allais dire, c'est pas vraiment... c'est un peu comme si on demandait de changer un tournevis cruciforme en tournevis plat avec ces fameuses lois. Pour moi, c'est pas... Le fond, c'est qu'on devrait avoir une vraie politique alimentaire de qualité et qui va de pair avec une politique agricole. Voilà, alors... les histoires de cours mondiaux et de marché à l'export, etc., ça fait aussi partie du problème ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois vouloir exporter à tout va ce qu'on produit chez nous et en même temps crier au scandale quand la France importe dans des accords de libre-échange, quoi. C'est effectivement très compliqué. Bah oui, mais on ne peut pas imposer aux autres d'absorber toute notre viande et donc du coup nier leur envie légitime d'avoir une certaine souveraineté alimentaire et puis se comporter différemment avec nous-mêmes. Enfin, je veux dire, c'est un truc de base, quoi. On n'impose pas aux autres ce qu'on ne veut pas avoir à nous-mêmes. Donc, enfin, moi, je pense que vraiment l'alimentation, ça fait trop longtemps que ça a été, en tout cas en France, une politique qui a été pas vraiment ambitieuse et elle va de pair avec l'agriculture. Et donc, si on veut redonner du sens au métier des paysans, et redonner de la qualité dans les assiettes de nos consommateurs et du coup redonner de la santé aussi aux consommateurs, eh bien, il faut faire les choix qui s'imposent. Il faut revoir tout le système. C'est votre président qui disait ça. Oui, redonner la santé, oui. Enfin, je pense qu'on ne l'a pas perdu avec notre alimentation quand même. La chose qu'il y a, c'est qu'il faut effectivement prendre le problème dans sa globalité. Et on a, donc ça c'est à la Fédération nationale bovine, fait une analyse assez structurée du marché et où finalement on a des races à viande en France qui sont le fleuron quand même d'une tradition culinaire, de paysage, et où on a vraiment la limousine, la charolaise, la blonde d'Aquitaine. Et ça, il faut conserver ça, il ne faut pas partir dans des croisements à tout prix, des choses comme ça. Mais derrière, l'idée, c'est bien, et on a lancé l'histoire du cœur de gamme. Oui, alors justement, vous allez présenter ça au Salon de l'Agriculture, hein, ouais. Ce cœur de gamme, c'est quoi l'idée? Allez, si vous voulez, c'est basé, on a trois objectifs. Le cœur de gamme, c'est de dire aux consommateurs, nous allons négocier avec la grande distribution et essayer d'avoir un partenariat continu sur le fait que vous aurez un rayon viande dans certaines chaînes. Donc aujourd'hui, c'est signé et c'est mis en place par Système U, par Carrefour, et les autres vont suivre. Les autres y vont, et non pas le fait que ces enseignes s'approprient le nom du producteur. À chaque fois, l'image du producteur est utilisée, elle est usurpée. Là, on est vraiment éleveurs et engagés dans la démarche. Et l'enjeu, c'est d'imposer plus de 50% dans les rayons viande de ces supermarchés de race à viande. Parce que, évidemment, moi, je suis pour la vente directe, je suis pour les signes de qualité, je suis pour tout ça, il n'y a aucun problème. Sauf que la majorité de la distribution de la viande, elle se fait en ville,
et par la grande distribution. Donc on s'adapte là-dessus. Ça peut aussi laisser pour l'élevage laitier, parce qu'il ne faut pas laisser l'élevage laitier de côté, on n'a pas de procès à leur faire, mais il y a la restauration hors foyer qui se développe de façon permanente. La restauration collective, publique. Ces restaurations-là qui utilisent des produits surgelés, qui peuvent aussi utiliser des produits de qualité, mais la majorité, c'est quand même quelquefois du beefsteak haché congelé. Là, il y a de la place pour le troupeau allaitant. Et l'export, parce que l'export est aussi là pour permettre, notamment aux mâles qui naissent dans notre pays, que l'on n'a pas l'habitude de consommer, et sur lequel on a des marchés, autour de la Méditerranée notamment, qui sont intéressés. Et tout ça, simplement en disant que je ne suis pas contre l'importation ou pro-exportation, mais il faut que les importations prennent en compte les objectifs qualitatifs et sanitaires que l'on se donne chez nous, les mêmes. C'est tout. Ça marche pas depuis des années. La réciprocité. Vous savez très bien que ça ne marche pas depuis des années. Après, effectivement... Qu'est-ce qui ne marche pas ? Eh bien, les importations, la viande importée, elle ne subit pas les mêmes critères de qualité que ce qu'on impose aux éleveurs français. Oui. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de le dénoncer. Au bout d'un moment, on sait qu'il y a des gens qui trichent et ils trichent tout le temps. Le problème, c'est que pour les éleveurs, on leur a promis, on leur a dit, allez-y, faites des broutards et puis on va les exporter, ça va être génial. Vous avez dit tout à l'heure, la charolaise, etc. On sait faire de la bonne viande en France. J'allais vous dire, non, excusez-moi, on a perdu cette tradition d'engraissement en France, quoi. Et c'est fort dommage parce qu'on a tout pour faire. Parce qu'on les envoie en Italie, c'est ça que vous dites ? Oui. On a encouragé les éleveurs à faire du maigre, beaucoup. On n'a pas encouragé ceux qui faisaient... Enfin, ce qui est problématique pour moi, c'est qu'on n'a pas encouragé les gens à faire du naissage, de l'engraissement et de la vente, à aller jusqu'au bout de leur production. Du coup, ça rend... Il y a des gens qui font des naissages, il y a des gens qui font de l'engraissement. Enfin, on le voit sur différentes filières, pas que en bœuf. Ça fragilise vachement. Enfin, ce système rend très vulnérable des crises sanitaires, mais aussi des crises financières, et c'est très dommage. Et là, du coup, les éleveurs, on leur dit, oui, mais je vous entends dire, dans le Morvan, on ne peut pas engraisser. Là, je vais reprendre un boucher, Yves-Marie Le Bourdonnec, qui est très connu. Effectivement, les Anglais, ils n'ont pas de céréales. Pourtant, ils font la meilleure viande du monde. Oui. Ouais. Ils sont passés par un moment très difficile quand même, les Anglais. Je pense qu'on ne va pas aller prendre de leçons de la part des Anglais, parce qu'en matière gastronomique, ils sont passés par des... Alors, ce n'était pas les éleveurs, effectivement, mais enfin, on a eu les conséquences d'une crise terrible en France, qui vient d'où ? D'Angleterre. Par contre, sur le fait de dire il ne faut pas le broutard, c'est un animal qu'il faudra arrêter, je regrette, on envoie 80% des mâles qui naissent en Bourgogne, et si on regarde les chiffres depuis 2 ou 3 ans, la chose qu'on a, c'est que c'est le broutard, c'est l'animal qui a le moins perdu d'argent aujourd'hui dans son prix de vente. Les vaches ont perdu beaucoup, les génisses, tout ce qu'on vend sur la France a perdu en valeur absolue, au prix au kilo, et le prix du broutard est resté relativement stable, à 1% près. Oui, donc c'est là où les éleveurs... À quel tarif ? La question, c'est est-ce que les éleveurs ont tort de faire c'est pas quelque que les éleveurs chose. ont tort, là, j'allais dire, c'est plus en tant que chef de la FNB que je m'adresse à vous. C'est-à-dire que quand on leur a dit faites du broutard, etc., allez-y, effectivement, du coup, ils ont perdu cette habitude d'engraisser leurs animaux et de les vendre finis, gras. Et du coup, effectivement, ça les rend aussi fragiles de tous les gens à qui on exporte ces broutards. Et donc, un jour, il y a la FCO, il faut absolument qu'ils soient vaccinés. Un autre jour, il y aura encore une nouvelle maladie qui va venir et il va falloir se plier à ces dispositions. Enfin, ça rend quand même hyper fragile. Du jour au lendemain, si, comme la Russie, tel pays décrète un embargo, on fait quoi ? Eh bien, on trouve d'autres destinations. On est fragile, c'est dommage. On produit 1 300 000 tonnes de viande aujourd'hui en France, à quelque chose près. On en importe 200 000, on en exporte 200 000. C'est à peu près les chiffres de 120, 230 000. Mais sauf qu'on importe un type de viande qui n'est pas produit en France et on exporte un type de viande qui correspond à la demande de pays. Donc voilà, je pense qu'il y a certains équilibres. Et on exporte 1,5 million d'animaux vivants, en Espagne notamment et en Italie. Et ça, c'est pareil. Ces gens-là, de toute façon, si jamais ils vont chercher les animaux ailleurs, parce que effectivement, ils iront chercher les animaux ailleurs, et à un moment donné, ils reviendront sur notre marché. Il ne faut pas croire que les frontières, on va les fermer. C'est impossible. Jean Gauchat, la position de la Confédération paysanne, elle est de dire qu'il faut redonner en gros à la ferme ce qu'elle faisait à l'origine, c'est-à-dire faire naître, faire grandir ses animaux. De toute évidence, le système tel qu'il est, il ne marche pas entre 2010 et 2014.
la Bourgogne-Franche-Comté a perdu 10% de ses exploitations d'élevage. C'est considérable. Le troupeau a peu ou pas bougé, mais voilà, aujourd'hui... Ça veut dire qu'il y a concentration. Il y a une concentration. Et la concentration, ça veut dire concrètement que c'est intransmissible. C'est intransmissible. Et dans peu de temps, on va dire « Ah, attention, ce sont des investisseurs extérieurs qui viennent investir, qui viennent prendre ces exploitations-là et on maîtrisera plus rien. » Donc, il y a un vrai danger là-dessus. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que vraiment, là, on remette en place cette notion de qualité. Le fait aussi de tronçonner les productions, ça instrumentalise les animaux. C'est-à-dire que c'est une matière première au lieu d'être un animal qu'on élève et qu'on emmène à l'abattoir dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on sait bien qu'à la fin, ce sera bien pour aller à l'abattoir. On est d'accord. Mais il ne faut pas perdre de vue ce genre de choses. Et avec ce système-là, c'est effectivement ce que disait Émilie, c'est extraordinairement fragile. Alors, vous nous dites, on trouvera d'autres issues, d'autres importateurs, d'autres lieux pour exporter. Mais ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Il faut plusieurs années pour retrouver d'autres marchés et pour basculer à nouveau. Et pendant ce temps-là, il y a des éleveurs, comme ce Nestor breton, qui sont en crise et qui ne trouvent pas de solution pour survivre. Si on n'a pas l'échappatoire de l'export, je vous prédis une chose, avec 4 acheteurs en France, ça va être encore plus facile pour eux de décider du prix. Ça, c'est clair. Donc, je pense que faisons attention de ne pas avoir des soupapes et des endroits où on puisse exporter, parce qu'on a tellement concentré la distribution et le monde de l'abattage que le risque, c'est que si on se referme sur nous-mêmes, on soit encore plus On va parler du monde de l'abattage avec vous, Émilie Jeannin. Vous avez très bien concentré le monde de l'abattage. On va parler de votre projet, parce qu'il nous reste très peu de temps, ça passe très très vite. Mais un mot quand même, parce qu'il insiste, ce monsieur, il pose plusieurs questions à ce propos. Pourquoi vous parlez de vaches qui doivent manger du maïs? Pourquoi du maïs? Oui, c'est vrai, c'est des herbivores. Ouais. Ouais. C'est un végétal, le maïs, il n'y a pas de problème. Ouais, enfin, c'est des herbivores, herbe. Oui, mais il n'y a aucun problème à donner du maïs à une vache. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'on est dans une situation où on a des signes de qualité où on enlève le maïs, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous pouvez prendre l'AOC bœuf de Charolles, par exemple, vous serez sûr que l'animal n'aura pas mangé de maïs. Et là, c'est clair. Ensuite, il n'y a pas d'interdiction à donner du maïs à des bovins, ça c'est évident, et ça n'altère pas la qualité de la viande, c'est défini. Alors, le maïs, ça a tendance à, quand même, quand les animaux, je vous coupe, excusez-moi, mais quand, déjà, le maïs, le problème, c'est effectivement, ça ne pousse pas facilement, c'est une culture qui coûte extrêmement cher aux éleveurs. Donc quand ils ont des systèmes où ils doivent mettre du maïs dans leur ration, ça leur coûte cher, du coup, ils gagnent moins d'argent. Déjà, et d'une. Ensuite, sur la qualité de la viande, bien sûr que si. Ensuite, sur la qualité de la viande, pareil, vous en parlerez au boucher. Mais les animaux qui mangent du maïs, souvent, ils sont en acidose. Et les maturations de viande d'animaux qui ont mangé du maïs, c'est très compliqué. Effectivement, vous en parlerez à plein de bouchers, Yves-Marie Bourdonnec, à Hugo Desnoyers et compagnie. Ils vous confirmeront tout ça. La viande nourrie au maïs, enfin les animaux nourris au maïs, c'est des viandes qui sont compliquées à maturer. Et c'est pas compliqué de faire manger des herbes à des herbivores. Un mot quand même, parce qu'on a parlé de vos concepts que vous lancez au Salon de l'Agriculture. En quelques mots, expliquez-nous alors, le bœuf éthique, c'est quoi? C'est une unité mobile, vous êtes allé voir ça en Suède, ça existe en Suède. Pourquoi vouloir remettre de l'abattage en ferme? Ça peut poser des problèmes sanitaires, non? Non, pas du tout, au contraire. Enfin, non, aucunement. Pourquoi vouloir le refaire? C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de production de viande de qualité, très vite, on sait que l'abattoir, c'est une phase cruciale. C'est-à-dire que si les animaux sécrètent les hormones liées au stress, la qualité de la viande, pareil, au moment de la maturation, va être vraiment altérée. C'est quand même dommage quand les éleveurs passent 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour certains animaux, de les élever correctement pour faire la meilleure viande possible, que ça soit gaspillé en finalement quelques heures juste avant la tuerie. Donc après, moi, je suis sensibilisée à ça depuis 11 ans que je fais ce métier, donc je fais très attention. Quand j'ai vu ce système en Suède, il est proprement parfait. Voilà. Pour que ça marche, il faut beaucoup d'éleveurs quand même. Parce que vous allez aller de ferme en ferme avec l'unité mobile, c'est ça? Mais est-ce que c'est rentable d'aller tuer une vache dans une ferme, une autre vache dans une autre ferme? Oui. Alors effectivement, quand on va d'une ferme à l'autre, on ne va pas tuer une vache à chaque fois. On en tuera un certain lot d'une taille qu'on aura convenu avec chaque éleveur. Les agriculteurs, eux, ils tuent plusieurs vaches en même temps parce que...
Écoutez, en fait, le principe de notre société, c'est qu'on leur achète leurs animaux vivants, on tue leurs animaux sur leur ferme, donc on transporte la viande et pas les animaux, ça change tout. Et ensuite, on vend cette viande sous notre marque qui s'appelle le bœuf éthique. Donc pour les éleveurs, en fait, au lieu de vendre à leur maquignon ou à leur coopérative, peu importe, des animaux en lot qui devront partir, faire des kilomètres pour aller à l'abattoir, la seule différence, c'est que nous, on vient chez eux et voilà, on leur achète ce lot d'animaux. Et ce sera prêt quand ? On démarre au mois de juin, normalement. Il nous reste très peu de temps. Le congrès de la FNB, en gros, qu'est-ce que vous allez dire ? Le ministre vient finalement ? Vous l'aviez annoncé ? Je ne sais pas si le ministre vient. Il était venu à celui de la Confédération paysanne il y a 2 ans. Ce que je sais, c'est que Xavier Belin y sera et que, en tout cas, l'objectif, c'est bien de décider de notre démarche éleveur et engagé dans le cœur de gamme. Et finalement, les discussions seront autour de comment est-ce qu'on reprend finalement du crédit pour aller discuter de nos coûts de production, parce que de toute façon, et je reconnais que l'abattage, par exemple mobile, est un système où les éleveurs veulent reprendre finalement une partie de leur destin en main. C'est un système très intéressant et c'est un projet collectif intéressant. Mais ça, il y en a des dizaines. Et nous, on voudrait les pousser tous. Comme quoi, il y a quelques points d'accord, même si on a bien compris qu'il y avait plusieurs visions de l'agriculture. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Le temps passe très vite. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Tout de suite, place à l'info régionale avec Fabienne Acosta. Et Dimanche en politique continue juste après. Francis Letellier reçoit Nicolas Dupont-Aignan. Bon dimanche, bon appétit à tous.